Seven Mesh et Parley présente Radio Bidon, une production du studio Balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à cette deuxième émission d'une série de 3 séries prospectives en prévision du Tour de France 2020. Un parcours vraiment différent de ce qu'on a d'habitude, à un moment de l'année complètement bizarre, un Tour de France au mois de septembre, en fait qui commence le 29 août techniquement, mais qui se déroule pour la majeure partie en septembre, dans un monde qui est vraiment complètement différent de celui auquel on est habitué. Mais comme à l'habitude, le Tour dure 3 semaines, c'est 21 étapes qu'on a séparées en 3 tranches. Donc, la première semaine a été analysée par Simon Drouin. La troisième va l'être par François Parisien. Mais aujourd'hui, on parle de la deuxième semaine de ce Tour de France avec Audrey Lemieux. Alors, on rejoint immédiatement Audrey Lemieux qui est chez elle. Nous, on est dans le studio de La Flèche pour cette deuxième épisode de Radio Bidon, comme on le disait tantôt, sur le Tour de France. On a demandé à Audrey de jeter un œil à cette deuxième semaine du Tour. Audrey qui a fait ses devoirs. Salut Audrey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va très bien, merci. Parce que le Tour de France va avoir lieu finalement. Donc, on n'était vraiment pas sûr. On est quand même si c'est bizarre, là, on est quand même content que ça ait lieu. J'ai hâte de voir. T'es-tu curieuse de voir les arrivées au sommet où il n'y aura personne ou des trucs comme ça? Ça va être étrange quand même, hein? Oui, étrange, ça peut être le mot, là. Effectivement, ça va probablement changer un peu l'ambiance. Mais comme tu dis, juste d'avoir un Tour de France, là, je pense que tout le monde est vraiment content. Donc, ça va être ça pour cette année. Ouais, exact, ça va être ça cette année. Et tu vas donc faire l'analyse, le commentaire sur FlowBikes, qui est l'application là, où on peut regarder le Tour de manière légale cette année. Donc, c'est FlowBikes qui détient les droits. Rapidement, on peut s'inscrire, hein, on peut acheter un abonnement, puis ça nous permet de regarder ça sur une tablette, un ordinateur ou de le streamer dans sa télé. Ben exactement. Et puis, ça vaut la peine. C'est comme un Netflix du vélo. Il va pas juste avoir le Tour de France. On va faire la Vuelta aussi. On va faire Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne. Puis, éventuellement, peut-être qu'il va y avoir d'autres courses aussi. Fait que c'est le fun là, de pouvoir avoir ça. Parce que là, malheureusement, on le sait, il n'y a plus de cyclisme pour RDS. En tout cas, du moins pour le Tour de France. Là. Donc, ça va être la façon de l'avoir du côté francophone. C'est ça, du côté francophone, parce que si vous êtes anglophone... maintenant, FlowBikes diffuse presque toutes les courses, là, donc à quelques exceptions près. Là. Donc, on regarde la deuxième semaine, puis c'est pas vraiment la deuxième semaine, là, j'ai vraiment séparé ça en 3 fois 7 étapes, là, donc pour faire un total évidemment de 21. Et je t'ai demandé de commencer à regarder ça. La 8e étape, parce qu'on a vu avec Simon, on a parlé du départ à Nice, d'une première semaine extrêmement explosive, où il y a à peu près pas d'arrivée au sprint ou à moins d'une très grosse surprise. Donc là, on arrive à la 8e étape, Cazares-sur-Garonne vers Loup-d'Envielle. Encore, on est un samedi, donc c'est le deuxième samedi du Tour, la deuxième fin de semaine du Tour. Et on disait que la première semaine était explosive. La deuxième semaine, ça va pas pire aussi. Là, donc, cette étape-là du samedi, ça risque d'être assez explosif. Mais est-ce que, je ne sais pas si tu as identifié cette étape-là parmi celles que tu surveilles, mais moi, je voudrais savoir, dans cette semaine-là, là, qu'est-ce qu'il faut regarder? Là, quelqu'un qui n'a pas le temps de tout regarder, qui se dit hey, moi, j'ai le temps de regarder peut-être là, 1, 2, 3 étapes maximum, là, lesquelles là, ont retenu ton attention? Ben, c'est certain que la particularité de cette année, c'est vraiment un tour qui va être très difficile. Il va y avoir beaucoup d'étapes de montagne. Dans cette deuxième semaine, il va y avoir 3 étapes de montagne, particulièrement pour le classement général. Je dirais pour ceux qui suivent vraiment cette lutte-là, ça serait la 8e, la 9e et la 13e étape que je suggère de vraiment suivre. Et pour la 13e étape, ça va être une arrivée au sommet. Ouais. Et dans cette deuxième semaine-là, il va y avoir 3 étapes de plat, mais aussi des étapes de plat qui parfois sont peut-être pas toujours des étapes de plat. Là. Les sprinteurs, cette année, ils vont vraiment se battre fort pour aller chercher le plus de victoires possible quand ils vont pouvoir. Puis il va y avoir aussi dans cette deuxième semaine-là l'étape la plus longue du Tour. Ouais.
Donc, ça aussi, ça pourra, créer de la fatigue, on le sait, mais ça pourra être aussi une étape qui va être propice aux échappées. Ça va être 218 km. C'est la 12e étape. Ouais, c'est entre Chauvigny et Saran-Corrèze. Oui, donc ça, c'est le profil à peu près là, de la 2e étape pour ce qui est des types de profils de course. L'étape 8, comme tu l'as dit, ça va être, il va y avoir quand même un enchaînement de 3 cols assez connus, là. 2 cols de première catégorie et 1 col hors catégorie, le port de Balèze. Ouais. Des cols que, justement, là, on a déjà eu l'habitude de voir. Ça va être l'étape la plus courte du tour, la 8e, mais quand même, ça va être assez relevé. Et pour ce qui est de probablement, là, ce qu'il faudra regarder dans cette étape-là, c'est peut-être une petite échappée tardive, une petite attaque tardive dans le col de Persourde. Puis après, c'est à 8 km. Il y a une descente tout de suite après à 8 km de l'arrivée. Donc ça pourrait favoriser quelqu'un qui veut tenter une petite attaque, puis la descente, pousser un peu dans la descente. Je pense un peu à la Philippe pour ça, mais à suivre parce qu'il y a l'enchaînement de ces 3 cols assez difficiles. Mais ça va être la particularité de cette étape-là. Donc, oui, il va y avoir des coureurs du classement général qui vont vouloir aller chercher du temps, mais c'est sûr que ça ne sera pas non plus une des étapes complètement décisive, mais il y en a qui pourraient perdre du temps dans une étape comme celle-là. À moins qu'on on le sait jamais. Là, c'est déjà arrivé que des coureurs décident de s'échapper et puis de vouloir essayer de se sauver dans la descente, là, comme tu parlais d'Alaphilippe, mais c'est un tour où est-ce que, l'année dernière, on a beaucoup spéculé si Julien Alaphilippe pouvait ou pas gagner le Tour de France, jusqu'à ce qu'on arrive dans les Alpes. On a continué d'y croire encore un peu. Cette année, il n'y a pas tant que ça d'épreuves décisives très, très intenses comme il y en avait là, à la fin dans les Alpes. Sur la toute fin, en plus du Tour où tout le monde est très fatigué. Est-ce que c'est dans notre première émission, je parlais de Thibaut Pinot, pour qui c'est un Tour qui est assez bien dessiné pour lui, mais est-ce que tu penses que ça se peut dans celui-là? Si Julien Alaphilippe a une chance de gagner le Tour, est-ce que c'est celui-là d'après toi? Ben, c'est sûr que lui, il disait dans ses entrevues, il visera pas nécessairement le général cette année. Oui, l'année passée, il a fait 14 jours en jaune, mais tu sais, peut-être dans 2-3 ans, lui, il va s'entraîner puis il va faire exactement ce qu'il faut pour être un coureur de classement général. Mais présentement, il est pas prêt à sacrifier son punch qu'il a pour aller gagner des classiques. T'sais, on l'a vu, il a fait 2e à Milan-San Remo, puis je veux dire, il était assez fort. On l'a vu, il a encore son punch là, dans le Poggio, il était là. Tout à fait. Et c'est sûr que cette année, là, ça va être les victoires d'étape. On va voir. Peut-être que lui, c'est sûr que s'il veut pas le dire au grand jour dans les médias, mais il est présentement pas encore... il n'a pas les habiletés d'un grimpeur pur en altitude comme un Berman, un Roglic, un Dumoulin, nommez-les. Là, je veux dire, il fait pas nécessairement l'entraînement pour ça non plus. Fait que je serais surprise de le voir. Peut-être qu'il va aller prendre le maillot puis pour une couple de jours. Mais rendu, tu sais, la particularité aussi de ce tour-là, c'est que tu dois arriver prêt pour les étapes en montagne en début de tour, mais tu dois être assez fort aussi dans la 3e semaine pour te battre pour le classement général. Puis il y a quand même la 15e puis la 17e étape qui sont assez difficiles. Là. L'étape reine, la 17e étape avec le col de la Louse. Mais en tout cas, là, on va parler juste de la 2e. Non, c'est bien correct. Un col de la Loze plutôt, mais tu sais donc ça va quand même grimper pas mal pour Alaphilippe là, donc d'après moi il y a la Madeleine juste avant cette journée-là, là. C'est quand même, il y a 2 hors catégories back to back là, cette journée-là. C'est ça, donc en tout cas, je le verrais plus pour des victoires d'étape encore cette année là, mais bon. OK, ça marche. C'était une question comme ça, mais je me disais, peut-être ça serait peut-être l'occasion pour lui, mais je pense que c'est plus si un coureur français là, qui peut gagner le Tour cette année, c'est probablement un peu plus Thibaut Pinot. Donc, la 8e étape, vite, si on continue sur les autres étapes là, que tu disais là, sur lesquelles focaliser, c'était lesquelles déjà? Il y avait dans ta semaine? On est sélectionné pour le classement général la 8e, la 9e et la 13e. Okay. En ce qui concerne la 9e étape, ça va être la dernière épreuve avant la journée de repos.
Ils vont faire l'enchaînement des cols. C'est un enchaînement brutal des cols de la Oursière, de Soudet. Puis au milieu de l'étape, ça va être ça. Puis ça va être entrecoupé de seulement une descente de 5 km. Et ça va finir avec le dernier col, le col de Marie-Blanque, 7,7 km à 8,6 %. Donc, cette deuxième moitié de ce col-là, c'est là que ça va vraiment faire mal. Il y a les pourcentages de l'inclinaison, ça ne descend pas en bas de 10 %. Puis après ce col-là, il reste un 20 km. Donc, pour cette étape-là, là, d'après moi, ça va faire mal. Puis en haut du col de Marie-Blanque, il y a des secondes en bonification. Donc, pour ce qui est des coureurs du classement général, ça peut être intéressant d'aller chercher ces secondes-là. Puis en plus, les secondes à la ligne d'arrivée en bonification. Donc, ça va être une lutte assez féroce, je pense, pour cette étape-là. C'est quand même intéressant qu'ils ramènent ça autour J'aime ça, moi, les petites secondes de boni sur des arrivées. Comme ça ajoute de l'action encore plus, puis de l'explosivité. Là, on est moins dans le calcul. Là, on fait comme, OK, là, il y a du temps véritablement à aller chercher. Là, c'est le fun. Exactement. Puis, c'est sûr qu'on a nos gros trains là, qui vont vouloir contrôler. Fait que ça va être tout ça aussi qu'on va pouvoir voir. Mais cette étape-là, d'après moi, là, il va quand même avoir un peu d'action pour ceux qui sont au classement, qui se battent pour le classement général. Oui, puis comme tu dis, après Marie-Blanque, ça descend. Après ça, il y a un petit replat, ça redescend encore. Puis là, ça monte, descend. C'est un terrain vallonneux. Là, on termine à Larun. Là, donc, c'est un terrain très, très vallonneux de campagne où ça monte, descend. Donc, c'est pas si plat que ça non plus à la fin. Moi, j'ai hâte de voir. C'est le genre de terrain où des gens peuvent s'échapper dans la descente. Puis là, ça peut se battre un peu. Puis là, il peut se passer des choses intéressantes là, sur les derniers kilomètres là, avant l'arrivée. Là. Puis là, des fois, il peut y avoir des coureurs qui s'évadent, etc. Donc là, les machines sont plus là. Tout le monde, tous les domestiques ont été toastés dans les montées. Là, puis il reste juste les vrais. Les favoris. Ah, oui. Ou une échappée qui a tenu c'est ça. Exactement, une échappée qui tient le coup, mais c'est ça, il va y avoir le premier col. Alors, quand le premier col de première catégorie, il est assez tôt, là, les premiers 50 km sont sur le plat. Donc, s'il y a une échappée qui se forme au début, ils vont peut-être être fatigués rendus vers la fin. Donc, c'est ça, mais comme tu as dit, là, ça, c'est un excellent point. Tu sais, les domestiques, là, c'est tous des gars là, qui pourraient aller chercher des victoires d'étape, mais tu sais, rendus en fin d'étape, là, les 15-20 derniers kilomètres, ils vont avoir tout donné, puis on les verra pas, mais ça c'est vraiment un bon point, il faut le mentionner, c'est du monde c'est des gars qui travaillent extrêmement fort, puis qui ont beaucoup de mérite dans des victoires sur des tours comme ça, des grands tours comme ça. Oui, on n'en parle pas assez, effectivement, c'est ceux qui se sacrifient pour les grands gagnants, mais on de temps en temps, comme Sepkus qu'on a vu, vu que Primož Roglič était hors course au Critérium du Dauphiné, on l'a laissé partir, il est allé gagner une étape. Donc, de temps en temps, ces domestiques-là ont droit à leur moment de gloire quand ça donne aussi. Puis, aussi, j'ai sélectionné la 13e étape aussi, qui va terminer en montée. Mais après, si on a le temps, j'aimerais quand même parler des étapes de plat où, on ne sait jamais, il pourrait y avoir des bordures sur certaines des étapes de plat qu'il y a dans cette deuxième semaine-là. Mais toujours dans les étapes de montagne pour cette deuxième semaine, l'étape 13, 191,5 km, beaucoup de montées, des descentes. C'est l'étape qui cumule le plus gros dénivelé positif du tour, avec 4400 mètres de dénivelé positif, 7 montées catégorisées. Fait que ça va être assez difficile. Ça va avoir un impact, une incidence majeure sur le classement général, ça c'est sûr. Puis le premier col est à 36 km, mais tu sais, le premier col catégorisé, là, mais tu sais, ça commence à monter presque après le départ, là, puis là, c'est en ligne, là, ça monte. Quand on regarde le profil, là, c'est un profil hyper accidenté qui a l'air tough. Là, ça va vraiment, 4000 mètres là, de gain, là, c'est de la peau. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est l'étape qui a le plus gros dénivelé positif du tour. Là. Puis aussi, le dernier col, c'est le col de Néron. En fait, c'est excusez-moi. C'est le plus le dernier. Ouais, c'est ça. Et donc, le col du pas de Pérol, c'est les deux derniers 2,5 km. Ils ont des passages à 12 % puis un passage à 15 %.
Donc, c'est ça, la montée, là, la dernière montée, désolé, là, parce qu'il y a tellement de cols dans cette étape-là. Non, c'est ça. Les deux dernières, c'est le col de Néron puis le Puy-Marie, la 13e étape. Là. Puis ils sont à la fin, là, mais effectivement, c'est un deuxième puis un première catégorie pour finir. Ça va finir avec des pourcentages vraiment pendus, là, 12 et 15% là, au maximum. Puis on finit en altitude. Ouais, puis donc ça va être s'il y en a qui, pour le classement général, qui perdent trop de temps dans cette étape-là, ben ils vont changer leur objectif du Tour de France. Là. Ça peut être là le moment décisif pour les gars du classement général, là, dire OK, bon ben regarde, je vais viser les victoires d'étape ou je vais me concentrer sur un maillot à poids, mais ça peut être l'étape qui va faire en sorte, puis on va être rendu, le Tour, on est dans la deuxième semaine, là, fait que s'il y a des gars qui veulent vraiment changer d'idée et qui perdent trop de temps, ça serait peut-être là, moi, que je verrais qu'il y aurait des dommages sur leur classement. Oui, ça se peut qu'on voit quand même aussi un bon combat pour le maillot à poids, comme tu disais, parce que tu parlais du maillot à poids, puis ça m'a fait penser à ça, parce qu'au nombre de points qu'il y a à faire, étant donné là, le nombre de cols catégorisés dans cette étape-là, s'il y a un combat pour le maillot à poids à ce moment-là, ça se pourrait que ça se joue là aussi. Ça pourrait être pas mal amusant à suivre. Oui. Tu disais que tu voulais parler des étapes de plat avant qu'on se mette à faire des prédictions. Puis que, oui. Puis en fait, je t'avais demandé un peu avant si tu avais à résumer cette semaine-là, comment tu la décrirais. Moi, je la décrirais comme extrêmement variée, peut-être la plus hétérogène en termes de différentes étapes du Tour. Puis toi, comment tu la vois? Oui, c'est vrai. C'est un bon point que tu amènes. C'est varié. Il va y avoir quand même beaucoup de montées, quelques étapes de plat où les sprinteurs vont vouloir vraiment faire leur marque. Puis aussi, je la verrais comme une semaine qui va avoir beaucoup de... Même si on va avoir déjà passé la première semaine, moi, je pense que dans cette deuxième semaine-là, il va y avoir beaucoup de nervosité dans le peloton parce que les étapes de plat, on le sait, les coureurs du classement général, ils se tiennent en avant aussi. Puis c'est des étapes de plat qui sont pas nécessairement des étapes de plat. On risque de voir de la bordure dans certaines étapes. Puis je pense vraiment qu'il va y avoir de la nervosité. Puis on va le sentir dans le peloton. Fait Thibaut Pinot, il a perdu 1 minute 40 l'année dernière dans un plat comme ça. Donc ça peut être décisif là, sur ce qui se passe à la il était obligé d'abandonner et tout, mais au-delà de ça, il est arrivé dans les Alpes, puis il était aussi bon qu'Egan Bernal, mais il a accusé un retard de 1,40 après cette étape de plat-là l'année dernière où son équipe avait un peu... c'était vers Albi, je pense, et puis son équipe avait un peu dormi au gaz. Là. Exactement. Mais c'est ça. Fait que je pense que, comme tu dis, ça va être varié, ça va être difficile, encore montagneux, mais il va y avoir beaucoup de nervosité. Puis tu sais, je pense qu'il n'y a pas une étape dans le Tour où on peut dire, regarde, on va pouvoir se reposer aujourd'hui. Il va tout le temps falloir que les équipes soient hyper concentrées parce que le parcours, la météo, et puis on le sait, là, il n'y a pas eu une tonne de courses là, dans le calendrier, donc il faut vraiment être concentré pour pas manquer aucune opportunité. Ouais, puis pour pas chuter aussi, parce que effectivement, tout le monde est stressé. On n'a pas tant de kilométrage de course dans les jambes, mais pas dans la tête non plus. Donc, on n'a pas pris l'habitude de se coltailler avec les autres, d'être prêt, de suivre les roues à plein régime. Là, donc, il peut se passer plein d'affaires dans ce tour-là. On a regardé les étapes à pas manquer ensemble. Ton podium à Paris, là, de manière là, objective, pas ton podium que tu aimerais. Après ça, on parlera peut-être là, du coureur que tu aimerais voir gagner le Tour. Là, mais si là, tu avais, évidemment, là, c'est des prédictions. Je l'ai déjà dit à Simon quand on a fait l'émission avec Simon, les prédictions, c'est de la bullshit. Mais selon la forme, ou en tout cas, ce que tu penses que c'est quoi ton podium à Paris, on le sait, il y a deux méga équipe qui s'affrontent. D'un côté, Jumbo-Visma avec Primož Roglic, qui est la vedette de Jumbo-Visma. De l'autre côté, Ineos avec Egan Bernal, le gagnant du Tour de l'an dernier, qui sera pas pris avec Froome et Geraint Thomas, mais peut-être avec le ratoureux de Richard Carapaz comme peut-être second violon, ou en tout cas qui pourrait venir jouer par en arrière comme il l'avait fait dans le passé. Alors, c'est quoi ton podium à Paris d'après toi, là, ta prédiction là, qui vaut absolument rien parce que des prédictions, ça vaut rien?
En fait, c'est sûr que si on regarde les épreuves qui ont eu lieu là, depuis la reprise, on a vu un Primož Roglič vraiment indélogeable. Là. Honnêtement, il était en très, très grande forme, à l'aise. On sentait pas qu'il faiblissait. Là, c'est sûr qu'il y a eu sa chute, mais en même temps, on va le dire, là, mais c'est sûr que c'est plate à dire, là, mais ça lui a déjà arrivé d'avoir son pic de forme trop tôt l'année passée, entre autres, avant le Giro. À suivre pour Roglič. Je mettrais un peu d'argent sur lui, mais je crois que le maillot jaune va se retrouver encore une fois cette année sur les épaules d'un membre de la formation Ineos, où je pense que Bernal est capable d'aller chercher. Oui, il y a eu des petites douleurs au dos là, qui lui a fait abandonner le Dauphiné. Ouais, il s'est entraîné le lendemain. Là, donc, on a... quand même, si jamais il arrive de quoi, ils ont la carte Richard Carapaz. Sivakov est très fort. Ils ont une bonne équipe. Mais pourquoi je dis Ineos, c'est parce que c'est une équipe ils ont l'habitude, ils sont capables d'aller chercher des victoires au Tour de France. C'est sûr que là, il y a deux choses. Nicolas Portal est plus dans la voiture du directeur sportif. Ça peut faire une différence. Et Luke Rowe il est un excellent capitaine de route. Il est capable de passer ses joueurs dans le peloton, de vraiment donner des bonnes directives. Puis, t'as jamais vu un des coureurs d'Ineos, même quand il y a eu des faiblesses l'année passée, Bernal, il a perdu un peu de temps. Pinot, c'est vraiment fort. Il l'a distancé dans certaines montées, mais ils reviennent tout le temps fort, Ineos. Il y a quelque chose qui se passe dans cette formation-là qui fait que dans la 3e semaine du Tour, c'est eux qui sont les plus forts. Donc, je dirais avec... On a vu Kwiatkowski est encore fort aussi. On l'a vu au Critérium, là, visser puis faire le ménage là, de manière assez spectaculaire. Oui, mais bon, c'est des prédictions, là, mais j'aurais beaucoup d'autres noms. Écoute, ça va être... Qui est sur la 3e marche du podium, d'après toi? Donc, mettons, on suppose que c'est Bernal la première, Roglič la 2e, selon ta prédiction. Moi, je pense que c'est Roglič qui va gagner, personnellement, là, mais parce que je pense que... Ineos se sont un peu fait niaiser par Jumbo-Visma, mais peut-être qu'ils faisaient semblant, je sais pas, là, on sait jamais ce qui se passe, mais dans une course comme le Dauphiné, là, où on sait pas si... C'est un peu du théâtre, le bike aussi, là, donc... c'est sûr que là, on va avoir les réponses au Tour de France. Dauphiné, il y a eu peut-être du bluff, il y a eu peut-être des choses qui se sont dites dans les médias qui n'étaient pas nécessairement vraies. Donc, mais pour la 3e marche, c'est sûr que j'irais avec Pinot. Point de vue forme physique, là, je veux dire, regarde, il a peut-être pas gagné le Dauphiné, mais il y avait quand même 6 gars qui l'attaquaient, là, puis il a fini 2e. Je veux dire, il grimpe vraiment bien, Pinot. Puis tu l'as dit au début de l'émission, le Tour a été pas mal destiné pour l'âge. Oui, pour lui. Exactement. Puis, mais là, ça, c'est si tout va bien mentalement et physiquement. Oui, exact. Parce que Pinot est reconnu pour avoir des défaillances, et pas juste des défaillances physiques, des défaillances psychologiques aussi. Donc, c'est quelqu'un qui vit ses émotions publiquement, qui des fois a de la difficulté avec les moments plus toughs. Ça a donné lieu à des... Je sais pas, avais-tu vu, l'année dernière, quand il était rentré dans la voiture, on avait des images de ça, puis il pleurait, puis ça, c'était extraordinaire, là, donc il était consolé par son DS, c'était beau à voir, là, quand même, là, des moments là, d'émotion qu'on voit publiquement. Mais on sent que Pinot a plus de plaisir sur le bike qu'auparavant, donc qu'il attaque, il est là. On l'a vu au Critérium du Dauphiné, là, il était à l'avant, il était hargneux, il l'avait, là, donc ça se peut, tu sais. Il y a ça, mais il y a aussi que, je veux dire, il est plus mature comme coureur. C'est vrai. Sa progression, il est rendu là. Il a dit longtemps, lui, les médias, la pression médiatique, c'est quelque chose qui avait de la difficulté à gérer. Je pense que maintenant, il est plus à l'aise avec ça. Et puis, c'est beaucoup de pression sur le dos des Français. Peu importe, là, on parle de Pinot, mais tu sais, c'est ça fait 35 ans qu'il n'y a pas un Français qui a gagné le Tour de France. Le dernier, c'était Bernard Hinault en 1985. Donc, il y a de pression énorme, tu sais. Donc, est-ce que lui, le fait de fracasser ce record-là, présentement, je pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il est prêt pour ça. Il y a quelques années, peut-être pas. Mais, tu sais, des fois, il y en a qui disent, je lis les commentaires sur Twitter à son égard, mais de la part des Français, puis, tu
tu sais, ils sont très exigeants vers lui. Ils disent qu'il est pas fort mentalement, mais tu sais, moi je pense qu'il est fort mentalement parce qu'il est encore là après tous les abandons qu'il y a eu. Tu sais, on parle de 50% d'abandon dans ces grands tours-là. Je veux dire, c'est un haut taux d'abandon, mais regarde, il est encore là. Il est encore là. Fait que mentalement, il en a encore. T'as-tu un dark horse, comme on dit en espagnol, tu sais, comme un coureur qu'on voit peut-être pas venir, tu sais, ou qui est comme pas nécessairement ta préférence, là, mais tu sais, qui est un peu dans le champ gauche, on va dire ça comme ça, puis qui pourrait venir là mettre le trouble, se retrouver sur le podium, là, puis qu'on voit pas nécessairement là? Oui, ben moi j'irais avec Quintana. Ça fait plusieurs années qu'il veut aller chercher un titre au Tour de France. C'est le seul grand tour qui manque à son palmarès. Exactement. Puis il y a eu des années, on le sait, là, ça allait plus ou moins bien depuis sa victoire au Giro d'Italie 2014, ça a des hauts, des bas. Son début de saison avec Arkea Samsic, sa nouvelle équipe française, ça a été assez impressionnant. 5 victoires, Tour de la Provence. Les arrivées au sommet, là, c'est lui qui allait les chercher. Oui, puis tout le monde dit que c'est un nouveau Quintana, plus explosif, plus à l'attaque, là, moins peut-être dans le calcul, dans l'attente, là, moins attentif là, qu'il pouvait l'être. Là. Exactement. On sent que, ça a l'air de bien aller avec son équipe. Il va avoir Warren Barguil avec lui qui va pouvoir l'aider. Son frère. Excusez-moi, là, j'ai juste vu la liste de départ provisoire, là, mais il est avec des coureurs qui étaient autour de lui dans Movistar qui vont pouvoir bien l'épauler. Diego Rosa, Winner Anacona. Donc, je pense que Quintana, là, il pourrait venir brouiller les cartes parce que là, tu sais, ça fait plusieurs années que, il est plus vraiment dans le coup pour le classement général, puis on le voyait au contre-la-montre individuel que lui, c'est sûr qu'il perdait un peu de temps là-dessus, mais là, c'est un contre-la-montre qui va être en montée. Donc, s'il va bien, s'il est bien positionné au classement général, il n'y aura peut-être pas trop de problèmes pour ça, là. Bon. Sinon, qui, toi, t'aimerais voir gagner au Tour? Là? Mettons là, qu'on te donne le choix, là, n'importe quel coureur, que c'est une fantaisie, là, c'est un fantasme. Là, un coureur, tu dis, lui, là, me semble, là, j'aimerais ça qu'il gagne parce que j'aime sa personnalité, puis j'aime la manière dont il court. Ben, puis que ça se peut là, aussi, là, mais lequel t'aimerais voir là, au sommet là, du podium là, à Paris, puis que c'est ton choix, là, c'est ta fantaisie du jour? Ben, on vient d'en parler. Moi, honnêtement, là, tu sais, pour avoir été athlète, là, puis d'avoir vécu des hauts puis des bas, là, j'aimerais vraiment ça voir Thibaut Pinot remporter. Aller faire plaisir à tous les Français, avoir cet honneur-là, et puis de revenir en force. Puis, tu sais, justement, après avoir vécu tous ces moments difficiles, d'aller closer tout ça, permettez-moi l'anglicisme, là, mais beaucoup la boucle, tu sais, et parce que là, lui, là, il aussi, faut le mentionner, là, il décide de seulement se concentrer sur le Tour. Pour lui, là, le vélo maintenant, c'est le Tour de France, donc c'est une course de préparation, c'est tout en fonction de ça. Donc, en tout cas, je lui souhaite. Ben, on est dans la même équipe, Audrey. Moi aussi, j'aimerais ça que Thibaut Pinot il gagne, puis je me suis souvent moqué de lui parce qu'il descendait comme une valise avant, puis qu'il faisait pitié, puis il est allé chercher ça. Pour gagner Il Lombardia comme il l'a fait, tu peux pas descendre comme une valise. Alors, il est devenu un coureur complet, vraiment impressionnant à voir aller. Moi, je veux qu'il gagne. Pinot for the win, c'est ma devise de ce Tour de France-là, moi aussi, même si j'y crois juste à moitié. Mais bon, tu sais, notre cœur, Audrey, est avec Thibaut Pinot. Oui, et j'ai juste, avant de changer là, de... Ouais. Je suis très curieuse de voir ce que Mikel Landa va produire en étant le leader unique de sa formation pour la première fois depuis tant longtemps qu'il l'a désiré. Donc, je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'il va produire pour ce Tour de France. Ouais, ça va être un Tour de France là, très imprévisible. J'ai hâte de voir là, parce que tout se peut dans ce tour-là, peut-être plus que jamais. Là, donc, c'est pour ça qu'on fait des prévisions. On parle des deux grandes équipes, mais il peut arriver des tours de passe-passe, des choses vraiment inattendues, comme rarement. Là, puis on va en parler avec François Parisien parce que c'est lui qui couvre la 3e semaine avec nous là, du Tour. Mais l'avant-dernière étape, le seul contre-la-montre du Tour,
c'est une montée, tu sais, ça finit avec la montée sur la planche des belles filles, donc il peut se jouer des choses là, jusqu'à la toute fin. Là. Ça, c'est le fun aussi. Exactement. Donc, ça fait depuis 2011 d'ailleurs qu'il y a pas que le classement n'a pas été changé lors de l'avant-dernière étape. Ouais. Ben oui, puis pour une fois, c'est pas avec un contre-la-montre sur le plat aussi. Donc, habituellement, tu sais, on a vu, par exemple, je me souviens de Romain Bardet là, qui avait failli être éjecté du podium là, à cause d'un contre-la-montre sur le plat à la toute fin d'un tour comme ça parce qu'il avait pas des bonnes jambes, parce que c'est pas un très bon contre-la-montreur sur le plat non plus. Là, si vous êtes un grimpeur, si vous reste encore un peu de jambes, vous pouvez faire une différence sur cette avant-dernière étape-là là, qui est à toute fin pratique là, pour le classement général, à moins d'une catastrophe, là, qui est la dernière étape. Là, c'est là que se joue la gagne. Est-ce qu'il y a, d'après toi, quelqu'un qui peut déloger Peter Sagan, qui peut lui enlever le maillot vert cette année? Ça se peut-tu? Est-ce que tant qu'il va se présenter au tour, il va avoir le maillot vert? Ben, c'est sûr que tu sais, j'aurais tendance à dire que Wout van Aert serait un excellent candidat pour déloger Peter Sagan. Par contre, Wout van Aert, lui, avec sa formation Jumbo-Visma, il va avoir un rôle très important à jouer. On l'a vu au Dauphiné, là, il est capable de mettre le tempo sur le plat, en moyenne montagne, se faire larguer, revenir, remettre le tempo. Donc, tu sais, je pense pas qu'il va avoir le feu vert de son équipe pour dépenser l'énergie pour aller pour le maillot vert. On va voir ça va être quoi la stratégie, mais s'il y a le feu vert, bien évidemment, ça va être quelqu'un qui va pouvoir venir déloger Peter Sagan. Un bon candidat. Oui, un très bon candidat. Puis, je verrais aussi Sam Bennett, qui est en excellente forme. Remporté une étape sur le Tour de Wallonie la semaine dernière. Aussi, sur la Vuelta à Burgos, parti en solitaire. Let's go, on remporte l'étape. Il y a vraiment beaucoup de puissance. Puis, il y a un bon train avec Morkov, son lead-out-man. Sam Bennett va être un candidat, mais lui, ça va être plus pour les victoires d'étape. Et si moindrement ça grimpe un peu trop, ça va être un petit peu plus difficile. C'est pour ça que Sagan, il est très bien placé encore une fois cette année. Parce que il passe quand même les bosses un peu plus qu'un pur sprinter. Très bien, oui, effectivement. Il a montré qu'il était quand même bon là, pour passer les bosses. Puis Sonny Colbrelli de Bahrain McLaren, on ne sait jamais, peut-être qu'il pourrait aller aussi jouer ça. C'est pas le pur sprinter, mais c'est aussi quelqu'un qui peut se démarquer. Parce que il va y avoir des étapes de plat où les purs sprinters, peut-être Elia Viviani, Caleb Ewan, ils seront plus là, Alexander Christophe, tu sais, fait c'est pour ça là, que je vais plus vers des gars qui ont un bon sprint, des bons punchers, mais qui vont réussir à passer les bosses, mais pour un sprint de peloton, avec les purs sprinters, ils vont être un peu moins présents. Il n'y a pas tant d'occasions que ça, puis le maillot vert se gagne rarement parmi les purs sprinters depuis quelques années. C'est pour ça que, justement, que Sagan, qui est devenu un abonné à ça, va chercher beaucoup de points ailleurs, justement, que dans le final. Puis au final, il s'arrange pour être là à la bonne place puis faire quelques points à chaque fois aussi, là, sans nécessairement être là pour la gagne, mais il s'arrange pour être là pour les points à tout le moins. Là. C'est ça, puis aussi Sagan, lui c'est clair dans sa tête l'objectif, il s'en va chercher son maillot-là, tandis que les autres, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai pas entendu aucun autre athlète dire ok, moi je m'en vais pour le maillot vert. Puis aussi la beauté avec Peter Sagan, c'est qu'il peut se faufiler partout. Tu sais, eux dans son équipe, Bora Hansgrohe, ils ont Emmanuel Buchmann qui va chasser le classement général. Sagan, il va pas demander à toute son équipe d'y faire des lead-out, là, tu sais, ils vont le laisser aller chasser ses points pour le maillot vert, mais je veux dire, il va pas avoir besoin tant de ça du support de son équipe, là, tu sais. Non, il est capable de se débrouiller tout seul, puis de s'en aller, puis de faire son chemin, effectivement, puis de se moquer un peu là, de manière assez insolente, on peut dire, là, de ses compatriotes, là, puis de partir tout seul de son bord.
Moi, je pense que ça va être un 8e maillot vert pour lui. OK. Ça serait, je pense que c'est mérité. Il fait très bien son travail pour ça. Est-ce que, tantôt, je te demandais qui tu voudrais qu'il gagne. Est-ce que, je sais pas si là, tu t'attends de te commettre, là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un là, que tu aimerais ça qu'il gagne pas, là, ne serait-ce que par principe là, ou pour une raison X, là, que tu te dis, parce que moi, je l'ai dit à Simon Drouin, j'ai dit, moi, j'aimerais ça que ça soit pas Egan Bernal parce que j'aimerais ça qu'Ineos gagne pas. Tu sais, je trouve pas Bernal particulièrement antipathique, mais je suis un peu tanné là, de cette domination-là là, d'Ineos, puis j'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'une autre équipe qui gagne. Est-ce que toi, il y a une figure, tu te dis, hey, non, moi j'aimerais mieux qu'il gagne pas lui, ou si tu vas pas jusque-là? C'est sûr que c'est un bon point que tu amènes, là, tu sais, je veux dire, Ineos, Sky, anciennement, ça a été toujours eux qui ont contrôlé la course jusqu'à rendre le Tour de France des fois un peu plate. Un peu ennuyeux, oui. Donc, en espérant que cette année, là, ça soit beaucoup plus mouvementé, j'irais un peu en ce sens-là, mais honnêtement, non. Il n'y a personne qui taille, non. Assez longuement, mais c'est dur à dire, là. Je pourrais pas dire que quelqu'un. Non. C'est bien correct. Hey, puis pour finir, là, on fait un pari bidon. C'est le nouveau feature à Radio Bidon. Donc, c'est le pari. Tu sais, comme je le disais tantôt, les prédictions, ça vaut rien, mais ça, c'est vraiment le pari qui vaut rien puis qui, en plus, est un peu méchant. C'est dans quelle équipe va être le premier cas COVID cette année au Tour de France? On sait qu'il y a une réglementation. S'il y a 2 cas COVID dans une équipe, l'équipe est éjectée du Tour, ce qui est un peu problématique parce qu'on voit des cas COVID qui, finalement, s'avèrent négatifs par la suite. C'est le cas du Gouul, c'est le cas d'autres coureurs aussi. Mais si, là... t'avais dans ta boule de cristal de bullshit là, à décider dans quelle équipe va être le premier cas COVID, tu lances les dés puis ça tombe sur quelle équipe? Je le souhaite vraiment pas à personne. Là, non, c'est juste pour le jeu. Là. Moi, je dirais que pour le jeu, j'irais avec Cofidis parce que ça fait déjà 12 ans qu'ils sont à la recherche d'une victoire d'étape sur le Tour de France, puis ça serait le comble du malheur. En plus... avec des cas de COVID, doivent quitter le Tour. Ah non, j'avoue que ça serait dramatique. Là. Ça serait dramatique. Fait que j'irais comme ça, plus en... Pour le côté tragique là, de la patente, là, on en rajoute une couche sur l'histoire de Cofidis pour qu'il fasse encore plus gros pitié qu'ils le font déjà. Ouais, toi, ça serait quelle équipe? Moi, j'avais dit, mon pari, c'est n'importe quelle équipe française. Ça peut être Cofidis ou une autre un peu garage, là, qui check pas trop ses affaires, là, puis qui arrive au buffet, puis qui oublie de se laver les mains, là, puis mais tu sais, comme tu dis, on le sait pas, là, ça peut être n'importe qui, là, mais ça, c'était mon pari. Là. C'est une équipe locale là, qui fait pas trop, qui est une des équipes invitées, là, pas trop de budget. Parce que, tu sais, Ineos, on n'imagine pas. Là, déjà, il y a des années, il désinfectait. C'est bien juste s'il passait pas le lance-flamme avant que Chris Froome rentre dans une pièce, là, pour être sûr que tout était aseptisé. Là. Donc, c'est je sais pas si tu te souviens, il y avait comme eu l'épisode aussi où et Chris Froome avait son propre motorhome là, pour faire dodo, là, donc pour pas être dans les hôtels, pas attraper de virus, etc. Donc, on voit mal une équipe comme ça, bien que ce serait le comble de l'ironie, si ça arrivait à une équipe comme celle-là où ils font toujours très, très attention. Mais bon, mon mauvais esprit voyait plus une équipe avec moins de moyens, qui faisait pas très attention et qui se retrouve avec ça. Mais on va espérer que le Tour se rende jusqu'au bout, puis que ça arrive pas. Donc, on va croiser les doigts, puis qu'on passe cette 2e semaine au moins, et la 3e. Mais cette 2e semaine que tu viens de passer en revue avec nous, Audrey, on te remercie. On va évidemment t'écouter et regarder le Tour avec toi sur FlowBikes. On te souhaite un bon marathon parce que ça va être quand même assez exigeant. Puis merci d'avoir été avec nous. On t'écoute attentivement. Merci encore une fois d'être à Radio Bidon. Puis on va te rejoindre pendant le Tour là, ou à la fin là, pour reparler ensemble un peu de ce qui s'est passé. Là. On va s'arranger pour se parler à un moment donné si tu veux bien. Parfait, je te remercie énormément. Puis c'est un plaisir de jaser avec toi et tous les auditeurs de Radio Bidon.
Mais merci beaucoup, puis salutations à Randy Ferguson qui est avec toi à Flow Bikes de la part de l'équipe ici. Oui. Ben, merci, David. Merci à toi, Audrey. Bye. Bye. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Simon Drouin, Audrey Lemieux et François Parisien de se prêter au jeu des prédictions et d'analyser pour nous ce parcours. Merci à Gabriel Bourdage qui est en charge du montage aussi. Je m'appelle David Desjardins. Je vous souhaite un excellent Tour de France et puis je vous invite à venir en discuter avec nous tout au long sur les réseaux sociaux, principalement Twitter où nous sommes le plus actifs. Je vous rappelle que Radio Bidon est une présentation de Seven Mesh et Parley, produit par le studio Balado de l'agence La Flèche. Merci et à la prochaine. Thank you.